Depuis l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil électoral, Anissé Ekane est sur tous les fronts. Il est surtout au centre de l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Il faut rappeler que l'ancien président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est investi par le parti dont il est le président du comité directeur. Anissé Ekane, militant depuis plus d'une cinquantaine d'années pour les causes nationalistes. On reviendra naturellement sur le parcours de l'homme et aussi sur ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est le contentieux en cours au niveau du Conseil constitutionnel. Mais avant de lancer avec cet entretien qui durera 52 minutes, je vous propose dans un premier temps de regarder le portrait de l'homme et on se retrouve dans quelques minutes. Son père portait un nom royal. Ekane Mbongo Nandongo. Ekane Anissé, lui, porte l'héritage. Il voit le jour le 17 avril 1951 à Douala. À l'âge de 20 ans, il assiste, impuissant, à l'exécution d'Ernest Ouandié. C'est le déclic. Il s'engage et devient un UPCiste. Après son parcours au lycée Jos, il se forme en économie à l'Île-de-France. Mais la fibre patriotique le ramène au pays. Il est emprisonné, bastonné, torturé pour ses idées, comme le sont bon nombre de militants de l'UPC à cette époque. De son coup de fouet à la gendarmerie du port. Mais Ekane ne plie pas le genou. Il ne tend pas le cou pour se faire passer les chaînes de la servitude. Dans les années 90, il devient l'un des visages forts de la résistance. La Feyondo, les rafles, les humiliations, mais jamais il n'abandonne. En 2025, son mouvement Le Manidem décide de soutenir Maurice Kamto, par devoir de mémoire, par fidélité à l'idéal. À cela, il déclare « Kamto, ce n'est pas un choix de confort, c'est un choix de responsabilité. » Car pour Ekane, l'ennemi n'est pas l'adversaire politique. L'ennemi, c'est ce régime qui piétine les vivants et trahit les morts. Père de 4 enfants, 52 ans de lutte, et aujourd'hui encore, c'est sans mandat que les gendarmes viennent lui parler. Il répond calmement. Un corps a-t-il encore peur du corbillard? Anissé Ekane, alias Motabato, le combat continue jusqu'au bout. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGED, ISTI, école de commerce et de gestion. SAO Polytech, école de technologie et d'ingénierie. SHS, école des sciences biomédicales. EXA, école supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGED, bien choisir, c'est déjà réussir. Bonjour Président Anissé Ekane. Bonjour, bonjour Kevin Fotso. Merci de m'avoir invité à la nouvelle émission Le Temps de Vérité. C'est bien Le ça? moment de vérité. Le moment de vérité. Vous êtes le tout premier invité d'ailleurs. Merci. Vos formats. Merci, j'espère que ça sera aussi une belle émission. Tout à fait. Vous avez regardé tout à l'heure votre portrait dressé par Elodie Tchoumou. Est-ce qu'il vous convient? Bon, il est fait en quelques minutes. Par exemple, peut-être, je ne sais pas si c'était corrigé, si on rentre à l'UP 173, donc ça fait 52 ans de militantisme politique. Et rappelez quand même que quand nous rentrait à l'UPC, c'était soit idiot. C'était pas le folklore du multipartisme administratif qu'on a actuellement et il fallait le faire. On a évoqué Maurice Kamto tout à l'heure. La première des choses qu'il faut dire pour parler de vos débuts, notamment dans le cadre du combat que vous avez mené tout au long de votre vie, c'est que le 15 janvier 1971 à Bafoussam, au moment de l'exécution d'Ernest Ouandié, vous êtes perché sur un arbre aux côtés d'un certain Maurice Kamto.
Lui, je pense qu'il dit qu'il était sur un arbre. Moi, j'étais pas sur un arbre. J'étais sur le talus. En réalité, on était venu faire un match de football à Bafoussam. Il s'est avéré que cette période-là a coïncidé avec l'exécution du Wandé. On avait donc libéré les élèves, les scolaires, pour assister au spectacle. Peu d'entre eux savaient de quoi il s'agit. On leur a dit, allez à la place où il y avait l'ancien PJ. Et c'est arrivé sur place qu'ils ont vu qu'il va se passer un événement important. Et ils ont vu rapidement arriver Wandé et ses compagnons dans un camion militaire. C'est un événement qui a forgé votre ossature sur le plan politique, sur le plan idéologique notamment, parce que vous êtes resté finalement tout au long de votre vie un nationaliste. Vous avez aussi connu la case prison, Anissé Kane. Non, ça n'a même pas... Ça construit ma personnalité. Vous savez, l'essentiel d'une personnalité est construit par les événements, par son entourage, par les gens qu'il rencontre. Et moi, j'ai véritablement rencontré Wandé le 15 janvier 71. C'est une rencontre virtuelle parce qu'il ne me connaissait pas. Moi non plus, je l'avais qu'aperçu dans les journaux lorsque il était jugé entre par le régime Aïdio à Yaoundé. Et je suivais l'actualité à travers la presse. En fait, c'est la presse du Cameroun. Et j'avais lu le ministre de la Justice à cette époque qui s'appelle Saba Leko, qui faisait une description sauvage de Wandé, ventreux de femmes, bandits, etc. Et moi, je me retrouve à Bafoussam devant un personnage qui n'a rien à voir avec ce que Saba Leko déclarait. C'est ça d'abord le premier bouleversement. Contraste. Le premier contraste. Je vois quelqu'un d'une sérénité comme s'il allait un petit balade de santé, qui refuse qu'on lui bande les yeux, qui refuse un prêtre, et qui s'exprime comme quelqu'un qui dit au roi à sa famille, bon, que je reviendrai demain. Alors, je l'ai dit, d'antan, vous êtes président du comité directeur du Manidem. C'est vrai que la question aujourd'hui... C'est pas comité directeur, c'est le comité national de coordination. Comité national de coordination du Manidem. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question est sujette à controverse. On y reviendra. Il y a que vous avez investi un candidat pour le compte de l'élection présidentielle en cours, Maurice Kamto. Sa candidature a été rejetée. On évoque la pluralité d'investiture. Dieudonné Yebga, un de vos anciens camarades, réapparaît aujourd'hui, se présente comme le président national du même parti. Et donc, depuis quelques jours, vous êtes quasiment traqué. Votre siège, la permanence de votre parti fait l'objet d'un déploiement des forces de défense et de sécurité à nul autre pareil. Comment est-ce que vous vivez ça? Très sérieusement, tranquillement. C'est pas la première fois qu'on vend des gendarmes dans notre permanence. Bon, d'ailleurs, ils n'ont aucun papier. Même les préfets refusent aujourd'hui de s'engager formellement puisqu'ils devaient avoir une instruction écrite. Lundi, ils empêchaient les journalistes de rentrer, ils contrôlaient même les quartiers de militants pour pouvoir laisser nos militants accéder à la permanence. Je leur ai dit que ça va aujourd'hui lundi parce qu'on ne s'est pas organisé, que mardi, s'ils continuent, on va leur montrer qu'il y a un peu de folie dans le Manidem. Et justement, le mardi, ils ont desserré les taux, ils sont un peu plus loin. Aujourd'hui également, ils laissent l'accès, mais ils sont posés. Ils dorment là. Ils dorment là avec notre gardien. Samedi, on était au siège du Manidem. Vous écoutez, passez un coup de fil. C'est pas trop si c'est au directeur général Délé Kamo, alors au gouverneur de la région du littoral. La vidéo est devenue virale. Et vous dites, c'est vous qui avez la responsabilité du feu? Tout à fait. Ça est sous le directeur général. Ah, vous êtes au téléphone avec le directeur général de l'État? Ah oui, le directeur général de l'État. Bon, j'ai appelé le gouverneur, il ne répond pas, le préfet ne répond pas, le sous-préfet ne répond pas. Il est venu samedi après, mais il s'est dédouané, dit, moi, j'ai signé aucun papier. Bon, les autres sont venus d'ailleurs, je sais pas où c'est. Et on était prêts à, s'il continuait les taux autour de la permanence, on traduisait le CED à un référé. Bon, je crois qu'ils ont compris que... Mais qu'est-ce qu'il vous dit, le directeur général de l'ECAM? Parce qu'il il faut rappeler qu'il y a quelques mois, c'est encore vous que l'ECAM invitait. Le 25 avril. Et effectivement, en avril, le 25 juin. En qualité de président national du... J'ai même présidé... Donc, quand vous posez la question à votre ami, qu'est-ce qu'il vous répond? Il rigole. Il dit, non,
nous on a fait notre travail, etc. Et je lui ai dit que bon, la première responsabilité historique, c'est vous. Puisque vous vous dédiez, vous vous débinez, vous m'invitez depuis 2018 comme président du Manidem. Vous invitez les partis, leurs représentants sous le contrôle de l'AT qui vous dit qui représente quoi. Donc, vous êtes en mesure d'apprécier qui est le président du Manidem. Vous ne pouvez pas jouer au Ponce Pilatisme, envoyer ou refiler le morceau au Conseil constitutionnel. Donc, c'est vous qui avez pris la responsabilité historique de créer ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire où les gens sont énervés, fâchés de l'attitude de l'ECAM. Tout à fait. Et vous montrez là de façon spécifique que vous êtes complice du gouvernement. Vous n'êtes pas une organisation indépendante. Vous l'avez maintenant affiché. Bon, ça l'amusait beaucoup, après il a raccroché. Alors, il y a quelques jours, avant la fermeture la clôture de la date de dépôt des candidatures auprès d'Elections Cameroun, vous passez sur Balafon Radio, vous êtes interrogé au sujet de Dieudonné Yebga. Vous dites que tout ce que vous savez de lui aujourd'hui, c'est qu'il est Bombok, qu'il est rentré en Kengli Kok et qu'il s'occupe d'une association de consommateurs. Est-ce que quand, quelques heures avant la fermeture justement du dépôt des candidatures, quand vous voyez cette image de Dieudonné Yebga qui débarque à Elekam avec sa canne et ses attributs d'un Bombok, est-ce que vous êtes surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, je ne veux pas parler du personnage parce que c'est indécent, il n'est pas là. Mais on n'est pas surpris par son attitude. Bombok Yebga était président du Manidem par défaut. Parce que moi, je voulais céder ma place comme j'avais cédé à Banda. Et la bande était décidée. Et la plupart des responsables qui auraient pu être présidents du parti occupaient des fonctions incompatibles. Donc on a dit, bon, on va mettre Yebga et on va l'encadrer. Bon. Peut-être que ça lui a monté un peu dans la tête. Il a pensé qu'il dirigeait une association de quartier où il décidait de tout, etc. C'est ça qui a posé problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans... Chez nous, le président, c'est une fonction. Point terminé. Il n'a aucune ascendance sur les autres. Il a une fois. Si vous assistez à une de nos réunions, vous allez trouver ça invraisemblable. Les militants peuvent me rabrouer comme ils veulent. Je ne veux pas du tout décider tout seul. Bon, lui, il n'a pas compris ça. Il a voulu amener Manidem dans une histoire où le président est tout, il fait tout, il décide seul, etc. C'est pour ça qu'il a commencé à exclure les gens. Donc, des points de discorde qui vont aboutir à l'exclusion de Dieudonné Yebga en juin 2018, le 2 juin 2018. Il a tenté d'interdire le congrès. Il nous a assigné en référé heure par heure, d'heure en heure. Et on l'a débouté. On lui a dit, excusez-moi, monsieur le juge, depuis belle lurette, tout ce que vous organisez est interdit. Là, ne vous reconnaît pas comme président du Manidem. Ce sont les manifestations proposées par le président Canet. Donc, je suis désolé, vous n'avez pas la légitimité d'interdire quoi que ce soit. Et depuis 2018, il a disparu. Bon, alors, à Tanganyika, il doit être un exhumeur. Il n'a fait aucun recours sur le plan... Aucun recours. On a l'ordonnance. C'est 5 jours. À Tanganyika, c'est un exhumeur des fantômes. Bon, il a l'exhumer à Kengli Kok. Et les fantômes, c'est la nuit qu'ils fonctionnent. Et on l'a vu la nuit. Je suis brefissement allé déposer sa candidature. C'est la nuit aussi qu'il a traficoté avec Tanganyika pour enlever mon nom du site de l'administration territoriale, dont le serveur est à l'intérieur de l'administration territoriale, donc il a pu avoir accès. Lui-même dit que les responsables de l'AT lui donnent des documents de ce qu'on écrit. Donc c'est en parfait accord, en parfaite symbiose avec l'exhumeur des corps qui a Tanganyika. Alors, on évoquera tout à l'heure le contentieux en cours. On parlera également des rapports entre le Manidem et le MRC, de ce que les gens qualifient de contrôle orienté du professeur Maurice Kamto et de Anissé Ekane. Mais
pour finir avec, je sais pas, je peux pas parler de vider le contentieux, mais pour finir avec cette phase-là. En 2020, qui investit pour le compte du Manidem les candidats aux élections municipales? Ben c'est moi qui investis toutes les listes lors de l'élection 2020. Il n'y avait pas que celle qui a gagné le siège à Boumbar, il y avait plein d'autres candidats. Et il n'y a eu aucune contestation ni de Yebga, ni de l'ECAM. C'est pour ça que c'est surprenant, cette exhumation des corps de Yebga à Kélikok. Il a participé à plusieurs émissions où il y avait un représentant du Manidem. Il a dit que ça ne le concerne plus. Il est Bombok. Tout le monde est Bombok aujourd'hui. Et il est représentant d'une association de consommateurs. Ce que je dois quand même vous dire, c'est que cette association de consommateurs Yebga travaille avec la direction de Eneo et défend les points de vue d'Eneo. Vous voyez donc l'orientation politique de l'individu. C'est quand même votre ancien camarade. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis? Ah non, pas du tout. Parce qu'on a écouté. Mais il a disparu même de la circulation. Non, je veux dire, est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis qu'il est passé à l'ECAM? Non. Ce qu'on a fait, c'est que les vidéos en cours sont des conversations qu'il a eues avec nos camarades. Notamment certains Wandi et le fameux Mevois. Et je vous dis, les camarades ont pris cette initiative sans en référer à la direction. Ils voulaient savoir quelles sont les motivations de Yebga. Ils m'ont pas, c'est pas une décision du parti d'aller appeler Yebga. Ils ont fait ça en toute conscience, se disant que bon, comme ils avaient été peut-être proches de Yebga, ils vont comprendre. C'est tout. Et donc c'est eux-mêmes qui nous ont dit que bon, on essaie de causer avec Yebga, mais bon, je peux vous dire que si Yebga était venu dire que je vais sortir un peu d'argent, c'est bandit qui dirige le pays, puisque c'est l'argent volé, bon, mais j'irai pas loin, on n'aurait pas dit non. Parce que c'est de l'argent public. Et si il participe d'une manière ou d'une autre à le récupérer, ça nous gêne pas. Mais dans son attitude, ce qui nous gêne, c'est qu'il dit qu'il est prêt à tout casser. À tout gâter, comme il a dit. Que chez nous, les bassards, ce qu'il faut. Quand on n'est pas content, on gâte tout. On gâte tout quoi? On gâte tout le pays. C'est ça qui nous a un peu... Mais il est téméraire parce qu'on a comme l'impression qu'il est décidé à être investi par le Manidem, à participer à cette élection. On a comme l'impression que durant toute la période où Bobo Yebga était à Kélikok, qui préparait un programme politique pour la structuration. Il dit qu'il n'a aucune envie, il n'a jamais rêvé d'être président. Donc ce n'est pas ça qui motive. Il s'en fout. Il sait qu'il ne pourra pas être président. Mais il est en mission. On lui a dit, le gouvernement a déjà enterré la candidature de Kamto. Aide-nous à en donner à cet enterrement un caractère légal. C'est tout. Alors, donc, pour évoquer les tractations en cours, les différentes pressions qui ont été mises par différentes entités pour faire ce dont vous parlez, c'est-à-dire empêcher la candidature de Maurice Kamto, il y a cette note vocale, je crois, de votre sœur, qui est par ailleurs conseillère... elle est chargée, membre du bureau politique chargé des relations extérieures. Voilà, membre du bureau politique, pour être beaucoup plus précis, du Manidem. Oui. Elle évoque la participation d'un de vos anciens camarades. Oui. Je ne sais pas s'il l'est toujours, Denis Kwebo, un journaliste également. Je crois que il est membre de la commission des droits de l'homme aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez accueilli ça? Déjà, est-ce que vous en avez parlé avec votre sœur? Alors, je vais vous dire, Yebga ne nous a pas surpris, mais Denis Kwebo nous a surpris. Parce que, je peux vous dire, il était la dernière personne que je consultais avant de donner mon avis dans le parti. Pas de prendre une décision, de donner mon avis. Et il avait même créé virtuellement un soi-disant comité révolutionnaire, c'est-à-dire une structure informelle, mais qui regroupait un peu les têtes du parti, dans lequel on discutait avant de la mettre la décision ou le point de vue qu'on avait arrêté à l'ensemble des cadres du parti. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire que Kwebo c'était le Manidem. Donc lui, il nous a beaucoup surpris.
Il a appelé ma sœur et il lui a dit que bon, qu'est-ce qu'on veut, notre prix est le leur pour enlever Kamto. Vous confirmez les propos qui ont été tenus par votre sœur dans les éléments audio en circulation? Oui, même les envoyer. Elle a même hésité à nous envoyer, disant, c'est pas possible. Il a dit à Kwebo que, tu sais, si mon frère prend une décision pareille, je me suicide. Parce que c'est que tout a changé dans ma tête. Il a même dit, je veux me jeter dans l'oignon Nkele. Il a appelé Tito, la trésorière. Il lui a dit, même, et quand on a reçu 500 millions, il faut qu'il vous donne au moins chacun d'entre vous 5 millions, sinon il n'est pas sérieux. Bon, la trésorière n'a pas compris pourquoi il pose une question pareille. Il a appelé le premier vice-président Ndogmo. Et il lui a dit que, bon, vraiment, je suis en train de négocier, qu'est-ce qu'on fait? Il a envoyé pour moi. Il m'a appelé. Denis Kobo. Oui, il m'a appelé. Il me dit, est-ce que tu aimerais avoir une conversation avec un Gongo? Et je dis, bon, j'ai tout de suite. Je n'ai même pas encore reçu les informations de ma sœur et des autres. Je lui ai dit, bon, si je veux rencontrer un Gongo, je peux le rencontrer, je n'aurai pas besoin de toi, quand même. Et c'était très court comme conversation. C'est après que tous les autres camarades ont remonté l'information que il nous a appelé aussi. Et sans déjà savoir que mes voix, il avait appelé mes voix, un secrétaire général. Donc il a fait vraiment le tour. Il a cherché le maillon faible, comment introduire la zizanie que j'ai déjà pris 500 millions. Que le pouvoir est prêt à discuter. Est-ce que ça n'interroge pas quand même sur le ressenti de certains de vos camarades ou anciens camarades par rapport au choix que vous avez porté sur Maurice Kamto pour être votre candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que vous avez consulté d'ailleurs vos camarades avant de faire ce choix? Je voulais dire au préalable que le président ne décide de rien. Le président peut avoir une option, l'amener, mais il est obligé qu'elle soit acceptée. Souvent, mais on vote peu chez nous. On discute, on trouve un consensus. On vote très très peu à la direction, pratiquement pas. Parce que on est un intellectuel collectif. On voudrait qu'on s'accorde, puisque idéologiquement on est identique, mais sur des questions politiques comme celle-là, qu'on s'accorde, qu'on ait des éléments de langage, qu'il n'y a pas de fausses notes. Donc, pour des raisons de sécurité, il y a un petit noyau qui a travaillé dans cette perspective de la candidature de Kamto. 9 mois. Je rencontrais Kamto tout le temps. Alors, il y a Dionne Yebga, votre ancien camarade, qui décide de porter sa candidature, de ramer à contre-courant de ce que vous avez décidé au sein du Manidem. Il y a Denis Kwebo, à travers les révélations que vous venez de nous faire, qui prend l'initiative de discuter avec quelques-uns de vos camarades. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même que ces anciens camarades-là ont le sentiment d'avoir été trahis idéologiquement par votre choix porté sur Maurice Kamto? Ce qui est pire, c'est Kwebo qui est à la tête de l'opération. C'est Kwebo qui a proposé certainement Yebga, parce qu'il connaît le personnage. C'est que c'est le plus malléable, celui qu'on pourrait. Et le hasard de l'histoire fait en sorte que c'est Kwebo qui a présenté, qui nous a proposé de laisser Yebga être président, qu'on va l'encadrer. Faut le laisser. Kwebo n'est pas un militant, n'est plus un militant actif du Manidem du fait qu'il participe. Il est membre de la Commission des droits de l'homme. Donc, il a desserré ses liens avec le parti. Mais c'est lui à la tête de l'opération d'aller exhumer. Sinon, l'AT n'avait pas une idée exacte. Il a fallu quelqu'un qui leur donne l'information que si vous voulez atteindre le Manidem, allez exhumer Yebga de Kranikok. Est-ce que vous avez discuté de ce choix avec vos camarades, ceux qui sont là en ce moment? Bon, vous savez, on est un intellectuel collectif.
le président n'a aucune prédominance. Si vous assistez en nos réunions, vous allez être surpris. Il y a un Camerounais un jour qui venait au Malidem, il me dit qu'il veut prendre sa carte. Ben, on était dans la salle, on discutait, c'est vrai, il est resté, on discutait d'un point de vue. 10 minutes après, il a dit qu'il s'en va. Kamal a suivi, il a dit, mais pourquoi partir? Il dit que c'est quel parti ça? On parle au président comme si on parlait à un simple militant. Donc on discute. Nous avons pris la décision, un petit noyau, de garder secret ces négociations, cette collaboration, ce travail avec le président Kamto pour des raisons de sécurité. Pendant des mois et des mois, 7, 8, 9, nous avons rencontré Kamto, on l'a vu personnellement, on a mis au point tout ça. C'est le commissaire du 6e à Étoudi qui a, lorsque quand tu allais légaliser sa signature, qui a mis le truc dehors, avec la photocopie du document. Bon, lui aussi, on a beaucoup de choses à fouetter. Mais ils iront tous au tribunal. Y compris Eka et les Moulinex qui a traficoté le porté signe. Plainte à l'actuelle mise en situation. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'il nous explique comment on a pu traficoter le site d'un territoire. Et il ne porte pas plainte. Il fait un communiqué et puis terminé. Non. Il doit porter plainte. On fait une enquête pour savoir comment est-ce possible. Puisque le site se trouve à l'intérieur du ministère de l'administration territoriale. Et Yebga a dit explicitement dans une vidéo que c'est lui. C'est une information de bonne expérience. Et il a rigolé. Il a même dit le nom qu'il a enlevé. Donc il faudra qu'il s'explique. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur un échange d'argent. Vous avez dit par exemple que Denis Kwebo prend pour argument auprès de vos camarades que Anissé Ekane a eu sa part, il faut qu'il vous en donne aussi. Ouais. Vraiment, dites-nous la vérité. Est-ce que entre vous et Maurice Kamto, il y a eu un deal d'argent? Je vous dis déjà, quel que soit ce que je vais vous dire, vous ne me croirez pas. Bon. Mais, je sais pas, moi, je suis pas particulièrement chrétien. Je sais pas sur quoi je peux jurer. On a décidé ensemble qu'on ne discutera pas d'argent financier. Dès le départ des premiers contacts, on lui a dit on ne vend pas la signature du Mandem. On ne vend pas l'investissement du Mandem. On travaille pour sauver le pays. Si c'est ça, c'est d'accord. Donc, les problèmes d'argent, c'est une collaboration. On n'est pas des marchands de tapis. Il y a des gens qui vendent des tapis au gouvernement, dans d'autres partis. On ne vend pas des tapis. Le pays ne peut pas être un tapis, donc comment on peut vendre le pays? On a un tout petit peu parlé du ministre de l'administration territoriale tout à l'heure. Lui qui s'est exprimé d'abord avant la publication des candidats retenus par Elecam, qui s'est également exprimé après, mettant en garde mettant en garde par rapport aux désordres, etc. Vous retorquez à Tangandi non Mekere. Non, on lui dit que le chef du désordre, c'est lui. La preuve. Qui envoie les gendarmes bousculer les gens qui veulent entrer au siège du Manidem? Qui décide que quand on ne sera pas candidat, relayé par le Grégoire Ona, Ona Guinée, ils ont décidé que quand on ne sera pas candidat, donc eux-mêmes ils ont décidé que le désordre va commencer. La police a envoyé les gendarmes nous bousculer. Ils ont bousculé les militants, ils ont empêché à la presse d'accéder à notre site. Donc le chef du désordre, c'est Moulinex. Mais il risque de, en broyer ses propres mains. C'est ça le problème. Et on lui a dit de ne pas faire d'erreur. En fait, lui, le gouvernement, etc. Non, mais qu'erreur. Non, mais qu'erreur, quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que fais gaffe à ce que tu vas faire. Ça veut pas dire on va faire le désordre. Mais on lui dit fais gaffe aux décisions, à la démarche, aux positions que tu vas prendre. Atangandi m'a dit que le vendeur d'œufs ne cherche pas de problème. Visiblement, vous n'en vendez pas. C'est lui qui vend les œufs. On lui dit alors, non, mais qu'erreur, ne va pas à la bagarre, parce que les œufs vont se casser. Tout à fait. Parce que j'ai dit à Issou, c'est qui a la responsabilité historique du début de cette affaire. Chacun prendra ses responsabilités. Oui.
j'ai dit aussi à certains responsables, il y a un proverbe chez nous, un adage, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil. Hein. Comment un cadavre craint le cercueil? Il est obligé d'y être. Et nous, en tant que militants UPCistes, les brimades, les embuscades, les menaces, ça dope, ça nous dope, ça nous rend plus forts, etc. Donc on est des cadavres. Si on le met dans le cercueil, c'est juste une formalité. Alors, donc, revenons au... C'est leur a même dit que bon, qui réserve quelques places à la morgue. Alors, revenons au contentieux en cours, introduit auprès du Conseil constitutionnel. Quels sont les éléments qui sont contenus dans pour la défense, dans le recours introduit par votre candidat Maurice Kamto au sein du Conseil constitutionnel? Qu'on a affaire à un fantôme, je résume. Vous parlez de qui là? On a affaire à un fantôme que Atangandi allait exhumer. Nous, on le croyait disparu depuis 2018, puisqu'il n'apparaissait plus. Elle allait exhumer quelqu'un qui est un fantôme, puisqu'il réapparaît après pratiquement 7 ans. Donc, c'est l'argument de fond. Que ce monsieur, depuis 7 ans, n'existe plus comme militant du Mandidem, et il réapparaît. Il ne réapparaît même pas comme militant de base. Il réapparaît comme un président. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il a oublié son parti. Il est devenu Mombok, cultivateur, société civile. Il a oublié son parti. Puis un jour, on va l'exhumer. On dit non, c'est toi le président. Viens nous faire l'affaire là. Je peux aussi. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à l'indépendance du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous puissiez obtenir gain de cause? Ou disons que le droit soit dit par le Conseil constitutionnel? Vous savez, dans la vie, si on est intelligent, on ne s'agrippe pas sur la forme, on s'agrippe sur le fond. Ne pas réhabiliter la candidature du Mandidem de Maurice Kamto, c'est se condamner à jamais pour l'histoire. La plupart des membres du Conseil constitutionnel sont indépendants, inamovibles pendant des années. Donc, ils n'ont pas de problème de carrière parce qu'ils ont encore plusieurs années devant eux. Enlever la candidature de Maurice Kamto, c'est montrer qu'on n'a aucune espèce de respect pour la justice et pour le droit. Parce que les arguments n'existent pas en faveur du FGA. Et quelqu'un a dit que la justice doit être juste. C'est-à-dire qu'il y a les lois, d'abord, qui sont les lois des plus forts du moment. Elles peuvent condamner quelqu'un et que ça ne soit pas juste, mais conforme au droit positif. Il faut donc tenir compte de ça, que le droit d'abord doit être, la justice doit être juste. Donc celle que va rendre le Conseil constitutionnel doit être juste. Et pour qu'il soit juste, il faut qu'on réhabilite Kamto. Mais est-ce que vous croyez, il semble qu'on n'ait pas répondu à la question, est-ce que vous croyez qu'il est possible, on est serein, ce Conseil constitutionnel Non, on est serein, mais vigilant, mobilisé, s'attendant à tout, des plans B, C, D, E, F, G, que je ne veux pas vous dévoiler, je suppose. Tout à fait. Non, mais quand même, je veux dire, on arrivera au plan, peut-être qu'on en parlera un petit peu. Je vais vous poser la question, libre à vous de répondre ou ne pas répondre. Mais je veux dire, sur le plan simplement du droit, c'est-à-dire si ce recours est frappé d'irrecevabilité, quelle posture allez-vous adopter en tant que responsable du Mandidem? Ils n'ont pas rendu la justice au pays, à Kamto, à travers cela, c'est tout. C'est ce qu'on va dire. Je vais mettre une clé 14 à Tangana, dès qu'il va prononcer Non! Et la justice, l'histoire se chargera de leur mettre une clé 14 à jamais. Et ils vont tous disparaître avec la clé 14 du peuple autour de leur cou. Vous avez parlé du plan B. B comme Bello. Ah, j'ai même pas pensé. Peut-être.
Nous, c'est le pays qui nous intéresse. C'est le départ de Biya. Et on est prêt. On est prêt pour que Biya disparaisse de l'histoire contemporaine du Cameroun. Donc, peut avoir un plan B, un plan X, un plan Y, etc. Ils seront déterminés par l'intérêt du pays. Un point, un trait. Bachelier, étudiant, envie de construire un bel avenir? L'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques vous ouvre ses portes. IUGET, ISTI, École de commerce et de gestion. SAO Polytech, École de technologie et d'ingénierie. SHS, École des sciences biomédicales. EXA, École supérieure d'agriculture. 4 écoles, 4 axes de développement pour le rayonnement du continent. IUGET, bien choisir, c'est déjà réussir. Certains analystes s'accordent aujourd'hui à dire que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto risque automatiquement conduire à une coalition forte au sein de l'opinion. Et donc, finalement, ils se disent que peut-être que le pouvoir n'a pas si intérêt que ça à invalider sa candidature pour empêcher qu'il y ait une coalition au sein de... Nous travaillons pour une coalition depuis des mois, vous imaginez. On a commencé à travailler avec Kamto bien avant le groupe de Douala. Donc le groupe de Douala est dans le prolongement de notre travail avec Kamto, à savoir qu'il faut une candidature forte de l'opposition. Et si on rétablit Kamto, notre candidat, par le Conseil constitutionnel, on est toujours dans la dynamique consensuelle. Donc c'est pas parce qu'on a réhabilité Kamto qu'on a décidé que bon, c'est fini, elle est terminée. Non, même actuellement, on continue le contact, quelle que soit l'issue du Conseil constitutionnel. Donc on est fondamentalement en train de construire un front qui aura un capitaine, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel. Et notre candidat, Kamto, est exactement dans la même démarche. Vous avez remarqué quand même que depuis un moment, il ne dit rien. Parce que les négociations continuent, etc. Avec nous, avec les autres, etc. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué Vous avez l'impression que je suis agité ou inquiet, non? Non, du tout. On l'a pas dit, président. Vous avez évoqué tout à l'heure le groupe de Douala. Vous continuez de travailler, visiblement. On a aperçu Sambaka au siège du Manidem. Il est venu vous rendre visite alors que vous faisiez l'objet d'un encerclement des forces de défense et de sécurité. Vous continuez vraiment de travailler avec le groupe de Douala? Oui, je mets en retrait compte tenu déjà la position affichée de notre candidat. Je continue à travailler dans l'esprit du groupe de Douala. Et on a des contacts fréquents avec les autres membres du groupe de Douala. On continue à travailler. Ouais. Mais vous n'avez pas toujours été très réglo avec vos partenaires au sein de ce groupe. C'est-à-dire que on a par exemple eu Elim Bilobé. On reviendra à Elim Bilobé. On a par exemple eu Sambaka quelques heures après avoir découvert que le Manidem a décidé d'investir Maurice Kamto, qui nous a dit qu'il n'était même pas au courant des tractations en cours. Bon, je ne veux pas engager de polémique avec mes amis, non. On ne travaille pas comme ça. J'ai été d'une sincérité et ça peut en témoigner. Tout à fait. Je l'ai averti quelques jours avant. Et je lui ai demandé comment on va faire pour ne pas casser la dynamique. Et on s'est bien entendu. Bon. La preuve, il est venu me voir. Et hier encore, je l'ai vu. On est passé quelques heures ensemble. On continue à travailler. Ne vous en faites pas. Quand on aime ce pays, les problèmes de forme ne comptent pas beaucoup. C'est le fond. C'est vrai. Ce n'est pas parce que j'ai dévoilé, ça fait 9 mois qu'on travaille, que c'est Kamto, que je ne suis plus Anissé Kané, qui a été à la création du groupe de Douala, qui a dit que nous voulons traduire dans les faits l'exaspération des Camerounais qui ne veulent plus de ce pouvoir pourri qui a tout cassé. C'est vraiment des casseurs. Bon, l'expression contrôle orienté à la mode, est-ce que vous avez fait un
un contrôle orienté à Elim Bilobe également, qui revendique la paternité du groupe de Douala et qui dit avoir posé comme préalable au moment de vos échanges qu'il faut tout le monde sauf Kamto. Et donc, vous avez continué avec le groupe de Douala sans lui. Et finalement, vous avez fait, en tout cas en ce qui vous concerne, totalement l'inverse. Le principe du groupe Douala, c'est que chacun peut avoir ses choix. Mais on les affiche pas. Et on a travaillé dans cet esprit. Et Limbi, dès le départ, a dit qu'il ne veut pas d'un candidat. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la dynamique, dans l'esprit, dans la vision du groupe de Douala, qui englobe, qui rassemble, qui trouve un consensuel. Tu peux pas rassembler et avoir, a priori, l'exclusion, non seulement de Kamto, mais en disant explicitement que il y a une communauté qui n'a rien à voir avec cette affaire. Il y a des choses que je n'oserais même pas répéter. Ah bon? Oui, à propos il a cité une communauté précise en disant il a dit que Wandi fait partie d'un communiqué Bamileke qui a du sang dans les mains. Et que, bon, la sienne, apparemment, on est dans la même, qui n'a pas le sang dans les mains. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de criminels, ça va dans les prisons, Donc, je sais pas où il allait sortir ça. Des choses extraordinaires. Il peut ne pas aimer Wandi. Il peut ne pas imaginer que Wandi c'est un grand homme. Mais associer Wandi à l'ensemble de nos compatriotes de l'Ouest, Bamileke, etc., c'est dément. Donc, il ne pouvait plus être là. Abba Oyono était un cas similaire. C'est Samp qui l'a mené dans le groupe. On lui a dit, on n'affiche pas ses préférences ici. Pour des raisons que je ne connais pas. Il a été au meeting de Kamto. Il a dit que son candidat c'est Kamto. Je lui ai dit, pour être juste, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Sauf que vous avez reproché à Abba Oyono exactement ce que vous avez fait quelques semaines après. Oui, je lui ai dit, il y a Sam, que nous on était dans des congrès des partis, SGF, UMS et PCRN, mais on est venu parler du groupe de Douala. On n'a pas dit qu'on a choisi PCRN, etc. Ce n'est pas le fait d'avoir été au meeting de Kamto. J'aurais pu y aller si j'avais pas les choses à faire. Mais c'est d'aller là-bas pour afficher que son candidat, c'est Kamto. À partir du moment où il affiche son candidat, il n'est plus dans la démarche. Je vous ai dit, en ce qui me concerne, j'ai dit aux autres membres que, comme j'ai affiché maintenant, je me mets en retrait. Vous n'avez pas entendu parler d'exclusion. C'est moi-même qui trouve ça logique. Mais tout en donnant ma contribution, mon énergie, à continuer à travailler pour l'esprit du consensus. Et bon, le fait que j'ai parlé d'auto-occlusion de Abba m'a octroyé une flopée d'injures de la part des fanatisés du MRC. Bon, vous savez que on n'en avait visiblement pas tenu rigueur. Non, le pays au-dessus de nos désormais alliés. Oui, non, oui. Le parti est allié, mais quand il est du Manidem. Ah oui. Et il a dit... Maurice Kamto est votre militant. Oui, bien sûr. Non, c'est pas mon militant, il est le militant du Manidem. Militant du Manidem, je veux dire. Oui, oui. Il a démissionné, il a sa carte que j'ai signée, il a sa carte. Bon, j'ai obligé de ramener le numéro de sa carte. On l'a affecté à un comité de base en bas là. Bon, donc, bon. Ah, Maurice Kamto milite dans un comité de base ici à Douala, pour le compte du Manidem. En bas là. En bas là. Okay. Mais il habite à... Ah, ok, voilà. Donc, on n'a pas de militants pour là. On a des militants qui sont dans les structures. Donc, il a déjà assisté aux réunions du non, pour le moment, il vaut mieux qu'il soit un peu en dehors de ça. Non, et la suite, on verra. Vous savez, nos ambitions personnelles, qui sont légitimes. Chacun peut avoir des ambitions. Il y a des gens qui rêvent d'être pape. Mais il n'est pas exclu que Maurice Kamto se plaise au Manidem. C'est-à-dire qu'il décide après ces événements, il décide de rester militant de votre parti. Oui, il y a des conditions. Il faut avoir une ligne idéologique dans ce sens. Parce que ne sait-on jamais, peut-être que demain, il peut se poser une question de leadership au sein du Manidem avec Maurice Kamto qui souhaite devenir président national. Comment est-ce que vous allez prendre ça? C'est un militant qui décide. De toutes les manières, moi, vous imaginez que
faudra bien que, alors que j'ai les affaires, on est le seul parti qui a eu 4 présidents. Mbanda Kani, Abanda, Ekane et Yebga. 4. On est né qu'en 95. Bon, donc vous imaginez quand même que maintenant, je peux ne plus être président du parti. Au dernier congrès en 2018, c'est le forcing pour que j'accepte encore d'autres candidats. Les camarades ont dit non, pour le moment, on ne change pas. Voilà, avec ce qu'on a eu avec Yebga, vous imaginez, oui. Donc c'est ouvert, c'est ouvert. Il n'y a pas de... Est-ce que, d'après vous, il est vraiment possible que dans le cadre de l'organisation de cette élection présidentielle, l'opposition puisse s'accorder autour d'une candidature unique? Et j'ai une autre question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on se rend bien compte que il y a 2 tendances. Il y a parmi les candidats retenus une aile portée par des candidats beaucoup plus jeunes, Samuel Hiram Iyodi, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Joshua aussi. Et puis il y a la vieille garde, je parle bien des candidats qui sont retenus pour le moment, incarnés par Bello Boba Maïgari, Sachiro Mabakari, Akeremuna, quelques-uns. Est-ce qu'il est vraiment possible de foisonner ces différentes tendances ou à défaut d'avoir une candidature vraiment forte de l'opposition camerounaise? Ce qu'on est en train de construire, c'est l'Union pour le changement 2025. On est dans le sillage de ce que nous avons fait en 1992. Dans le sillage de ce que l'UPC a toujours fait. On l'a interdite. Elle a soutenu des candidats anti-UPCistes comme Sopo Kalambida. En 92, on a accueilli Fundi, fraîchement sorti du RDPC. Et on l'a construit. C'est nous qui avons construit. Union pour le changement, comme par hasard, c'est UPC. Hein. On ne pense que c'est un hasard, ça peut pas être un hasard. Le programme, c'est l'UPC combattante qui l'a écrit. Bon, je dis ça comme ça, je ne sais pas si Fundi l'a lu. Mais bon, il a accepté. Et Fundi avait une qualité exceptionnelle. Tout le monde l'a pas. C'était un tribun. C'était quelqu'un qui savait parler aux gens. Fundi, quand il parlait, les gens pleuraient. Les mamans se roulaient à terre. Elles laissaient leurs états, etc. Elles venaient au meeting sans une compensation comme tout le monde fait maintenant, sans des t-shirts, sans du pain, sans la sardine ou le chambon, etc. C'était extraordinaire. Oser contester Fundi en 92, et bon, on vous lâchait. Vous voyez? Donc, mais surtout du RDPC, battu par Achille Achou dans la maison, parce que l'intérêt du pays est au-dessus des clivages, des ambitions, des difficultés, de nos divergences, des insultes. L'intérêt du pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça est l'esprit UPCiste. Les les Moumi, les Wandi auraient pu sauver leur peau. Ils n'étaient pas vieux. Mais Wandi avait une cinquantaine d'années. Il a passé 12 ans, 9 ans. Oui, 62, 71. 9 ans dans le maquis. Dans des conditions atroces. Avec son secrétaire. Dans les plantations du Bongo. Oui, mais il était partout. Avec Ndiassé Mathieu qui vit. Effectivement. Qui vit. Et Ndiassé doit dire qu'il mangeait des plantes, des racines de plantes. Qu'ils avaient souvent l'armée en face, dans les buissons. Mais ils ne pouvaient pas tirer, parce qu'il n'y avait pas souvent de cartouches. Dans des conditions effroyables. Quand on l'arrête, il dit, non, on continue. Il aurait pu sauver sa peau. C'est ça l'intérêt du pays. C'est ça être patriote. Ceux qui, pour quelque cas, 100 millions ou 200 millions, vendent tout ça. Ils seront dans la poubelle de l'histoire. Alors, j'ai parlé de ces différentes générations-là, parmi les candidats qui sont pour le moment retenus par l'ECAM. Bon, vous êtes plus proche de celle de Bello Boba Maïgari, Issa Chiroma, Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'on a le même âge. Oui, je suis sur le plan générationnel. Oui, mais c'est pas ça. Je vous dis que l'intérêt du pays est au-dessus de tout. Quand vous regardez dans le monde entier, quels sont ceux qui dirigent le pays? C'est ceux qui approchent 70 ans. Le fanfaron des États-Unis, il a quel âge? 78. Donald Trump, un peu plus de 70 ans. 78 à peu près. 78. Le premier ministre français actuel,
Jean-François Bayrou. Bayrou. Plus de 70 ans. Sauf qu'il a un président de la République qui a été élu très jeune. Oui, dans la fanfaronnade, justement, c'est pour ça qu'il allait chercher les anciens. Barnier avait plus de 70 ans. Donc, le jeunisme, ce n'est pas une qualité. Mais, et puis le pouvoir, il se donne pas. Il s'arrache. Que les jeunes montrent qu'ils ont les capacités de diriger un pays aussi compliqué que le Cameroun. La plupart des pays en Afrique ont une dualité. C'est souvent le nord et le sud. Mais le nord, le sud, l'est, l'ouest, on a 250 ethnies. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il faut avoir une certaine expérience. Surtout dans une période de transition où on veut passer d'un ordre de salopards à un ordre de gens moins salopards. Il faut de l'expérience. Est-ce que votre discours n'écarte pas aussi un peu cette nouvelle génération-là, portée par les... On les a tous rencontrés, on leur dit la même chose. Que projetez-vous dans l'histoire. Donc pour vous, c'est pas encore le temps. Non, c'est pas moi qui décide, c'est les Camerounais. Les Camerounais décideront. Mais de ce qu'on entend, sortir de ce billard et confier le pays à quelqu'un qui n'a aucune expérience, c'est risqué. Tout à fait. C'est risqué. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là que vous avez rencontrés? En fait, ces candidats qui peuvent être considérés comme les membres de la... De façon générale, je pense qu'ils ont des ambitions démesurées. Démesurées? Hein? Démesurées? Démesurées, oui. Vous savez, quand on est jeune, on pense qu'on est capable de tout. C'est des King Kong, c'est des Zorro. Mais la politique, c'est pas les Zorro qui dirigent. On leur a expliqué que prenez votre temps. La plupart d'entre nous vont partir. On n'aura pas tous 90 ans, 93 ans. On reste au pouvoir. Bilo en a 82 aujourd'hui. Bello, un peu moins, il me semble, 78 ans. Non. 82 ans? 82, il est plus âgé que Issa qui en a 79. Ah, d'accord. Oui, comme toi, pour avoir dépassé les 70 ans, il est pas loin. 71 ans. Hein? 71 ans, Maurice Kamto. Moi, j'ai 74. Akeremoun a 72 ans. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas par hasard que c'est cette génération qui occupe encore la place. Est-ce que finalement, c'est pas la ligue de ceux qui n'ont pas pu, ces dernières années, renverser le régime en place et qui se disent que c'est le moment? Mais vous savez, les électeurs, c'est les jeunes, hein, dans le pays. S'ils avaient autant confiance aux jeunes, ben ça se ferait quand même. Quels sont ceux qui soulèvent les foules? Ah, je n'ai pas l'impression que les jeunes. On va sortir rapidement de cet entretien. Vous faites toujours l'objet d'une traque. Vous êtes suivi. Vos faits et gestes vraiment sont suivis à loupe. Je suppose même qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il y a des éléments pas loin de notre studio. Votre parti, le siège, la permanence de votre parti est toujours assiégé par quelques éléments de la gendarmerie. Il y a également votre camarade Mevois avec qui nous avons échangé, qui dit vraiment être traqué de toutes parts. Quelles sont les dispositions que vous prenez? On a envie de savoir pour sortir de... Vous savez, c'est de la fanfaronnade, ce qu'ils font. Pendant 9 mois, ils m'ont pas vu chez Kamto. Bah, ça veut dire qu'ils étaient au bar. Ils étaient pas à la surveillance. Vous voyez, on a peut-être un effet pléthorique de soi-disant agents de sécurité, mais aujourd'hui, la preuve est faite qu'ils travaillent mal. Parce que comment peuvent-ils, Kamto, ça fait des mois qu'ils l'ont enterré, qu'ils devraient le surveiller, comme ils le font généralement, et ils sont surpris quelques jours avant, hein, pas un mois avant, que mince, ben c'est pas ça. N'ont rien vu venir. Non, s'ils étaient au bar en train de boire, ou bien l'argent qu'on leur donne d'utiliser à autre chose, ça montre qu'il y a beaucoup plus de fanfaronnade que de travail sérieux des forces de renseignement. Les microbes, c'est aussi un échec. Si les services de renseignement travaillent correctement, ils doivent pouvoir anticiper sur ce genre de bande. Bah, on a l'impression qu'ils en sont complices. Aujourd'hui, l'affaire de Kamto leur tombe sur la tête alors que ils avaient déjà enterré et ils m'ont pas vu.
Je ne suis pas un fantôme comme l'autre. Donc je suis visible, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là, ils étaient au bar. Anissé Kane, merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, certainement. Je reviendrai. On se dit à très vite. À très vite. Parce que c'est sûr qu'on aura encore d'autres moments de vérité à partager ensemble. Certainement. D'ici à là. Et quant à vous, chers internautes, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres éditions. Nous saluons toute l'équipe de production qui a participé à la bonne réalisation de cette émission. Et on se dit à très vite pour une autre édition.